Mes chers collègues, je vous propose de reprendre la séance. Je vais demander à Pierre Estrey de faire l'appel, d'ouvrir plutôt la session. Pardonnez-moi. Damien Baldi, Bertrand Barrault, Valérie Bernard, Gérard Bettenfeld, Colette Béthune, Claude Boilon, Grégory Bonnet, Martine Bonny, Jocelyne Bouquet, Jean-Marc Boyer, Dominique Brillat, Nathalie Cardona, Olivier Chambon, Lionel Chauvin, Annie Cheval-Donnet, Jean-Luc Coupin, Gérald Courtadon, Elisabeth Crozet, Catherine Cuzin, Jean-Paul Cuzin, moi-même, Caroline Dallet, Pierre Danel, Nadine Déa, Antoine Desforges, Laurent Dumas, Nicole Esbelin, Jeanne Espinasse, Manuela Ferreira de Souza, Stéphanie Fleury-Dutour, Lionel Gay, Dominique Giron, Jocelyne Glace-Legat, Éric Gold, Jean-Yves Goudbel, Jackie Grand, Émilie Guélois-Vallée, Sylvie Maisonnet, Anne-Marie Maltré, Audrey Manubi, Marianne Marchy, Florent Monéron, Lionel Muller, Flavien Neuvy, Bertrand Pasquito, Jean-Philippe Perret, Gilles Pétel, Anne-Marie Picard, Serge Pichot, Jean Ponsonnaille, Monique Pouille, Alexandre Pourchon, Valérie Prunier, Clémentine Reynaud, Patrick Reynaud, Pierre Riol, Monique Rougier, Bernard Sauvade, Michel Sauvade, Élise Serin, Éléonore Chépagnac, Bernadette Troquet. Bien, alors il y a le quorum, donc nous pouvons commencer avec un premier rapport qui concerne la modification du règlement intérieur. Donc cette modification a fait l'objet tout à l'heure d'une réunion de la commission du règlement intérieur. Merci Monsieur Boyer. Du règlement intérieur qui comprend, outre moi-même, les vice-présidents, les présidents de groupe et les questeurs. Donc je ne veux pas vous relire le rapport. Il y a 3 modifications à apporter. La première à l'article 2.1 où on indique qu'outre le président du conseil départemental, membre de droit, 61 membres sont membres de la commission permanente, dont 13 vice-présidentes ou vice-présidents. L'article 11, qui est modifié dans sa... Il s'agit de la composition des commissions, de la liste des commissions organiques et de nombre de membres des commissions. Je ne vous le relis pas, vous l'avez ici. Et l'article 18 de la questure, qui traite de la questure et de la conférence des présidents, où il est indiqué que le président désigne 4 questeurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Nous passons donc au vote. Abstention. Alors, pardon. 3 abstentions. Vote contre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais je ne les ai pas, les pouvoirs. On les a donnés? Vous vérifiez. Pardon? Et vous hein? Donc, le rapport est adopté. Rapport suivant. Il s'agit de l'ajustement de la commission, de la composition et de la dénomination des commissions organiques du conseil départemental. Donc, c'est l'application, je vais dans la suite logique du premier rapport, je ne vous le relis pas. Vous avez la liste des membres des commissions. Donc, y a-t-il des interventions? Je pense que tout ça s'est fait en accord avec les groupes. Donc, je passe au vote. Abstention. Il n'y en a pas. Vote contre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le groupe? D'accord. Donc, le rapport est adopté. Ensuite, nous avons
Je vais passer peut-être la parole à Gérard Bettenfeld parce qu'il s'agit d'affaires financières sur le rapport 003. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, il s'agit des indemnités de déplacement et mandats spéciaux, puisque par délégation à la commission permanente, nous pouvons donc lui permettre d'habiliter nominativement les conseillers départementaux et de définir la notion de mandat spécial. C'est ce qu'on va faire, évidemment, pour qu'il puisse y avoir la prise en compte donc, de certains types de déplacements. Donc, on définit le caractère et cette délibération, qui est une délibération habituelle, qui est la même que la fois précédente, donc, qui définit donc, les déplacements d'intérêt départemental. Donc, pour le président du conseil départemental, bon, vous avez le rapport sous les yeux, donc je ne vais pas tout vous dire, mais c'est par exemple de pouvoir se déplacer, ce qui est naturel, évidemment, à l'Assemblée des départements de France, pour les vice-présidents dans leur domaine de compétences, pour le vice-président en charge de l'environnement, donc par exemple aller évidemment aux réunions du comité de bassin de Loire-Bretagne. Évidemment, c'est en dehors du département. Et pour les vice-présidents en charge de l'aménagement du territoire, et notamment pour les grands sites de France. Voilà, donc c'est cette autorisation qui est demandée, et il faut pouvoir évidemment procéder au remboursement au réel des frais concernant ces déplacements. Très bien. Avez-vous des questions, des observations? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Abstention. Vote contre. Adopté. Rapport suivant, toujours Gérard Bettenfeld. Alors, le rapport suivant a trait aux indemnités pour les titulaires de mandats départementaux, c'est-à-dire de nous-mêmes, c'est-à-dire aussi bien du président du conseil départemental que des vice-présidents ou des conseillers départementaux. Donc, un nouveau texte est intervenu et qui permet donc de fixer ou de refixer les indemnités. Alors là, je vais pas je vous fais grâce de l'énumération de ces textes et notamment qui sont en pages 13 et 14, mais je vais au droit à la décision. Donc, il vous est demandé d'approuver donc le tableau de la page 15, récapitulant l'ensemble des indemnités, je précise en enveloppe constante. Donc il n'y a pas, cette délibération ne donne pas lieu à des inscriptions financières supplémentaires. Mais la répartition est changée, puisque en ce qui concerne le président du conseil départemental, il s'agit d'une majoration, et je rappelle le montant précédent qui était de 5 612,45 €, qui est porté à 7 819,50 €. En ce qui concerne les vice-présidents, il y a une diminution, puisque l'indemnité qui était de 3 251,35 € est diminuée pour être portée à 3 214,19 €. Pour ce qui concerne les conseillers départementaux, dont je rappelle que dans notre disposition, tous les conseillers départementaux sont membres de la commission permanente, ce qui n'est pas vrai dans tous les départements, mais c'est la technique qui a été retenue chez nous. Il y a une diminution, donc, puisque l'indemnité qui était de 2 554,63 €, donc il est proposé de la porter, de la diminuer à 2 519,47 €. Voilà les propos... 47, c'est bien ça. Voilà ce qui vous est proposé, mes chers collègues, Monsieur le Président. Merci. Questions, observations. Annie Chevèle-Delaunay. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je suis un peu... Bon, j'allais prendre un terme tiernois pour dire que je suis un peu, bouleversée par cette proposition d'augmentation conséquente. Je m'explique. On revendique tous des élus de proximité, de dire que nous sommes porteurs des messages, et nous les portons, les messages tous, de dire que nous accompagnons, que les compétences du conseil départemental, c'est d'accompagner nos concitoyens tout au long de leur vie, et que nous avons comme priorité la solidarité. Et nous l'affirmons depuis de nombreuses années, hein, et elle est partagée, cette priorité, par, je pense, la grande majorité des élus. L'exercice budgétaire qui va bientôt nous être proposé s'avérera encore contraint
depuis de nombreuses années, nous disons que cet exercice s'effectue dans un contexte de plus en plus contraint et difficile et que nous avons des choix budgétaires importants et c'est sûr qu'on les assume plus ou moins. Alors, moi, je doute de cette cohérence avec nos engagements de solidarité et de cette augmentation qui nous est proposée de l'indemnité du président, une augmentation conséquente, 40%. Moi, je traduis, pour expliquer, 2200 de plus, ça fait 2 SMIC par mois. Moi, je me demande comment nos concitoyens vont le comprendre et qu'est-ce qu'on pourra expliquer. Parce que qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Je fais partie de celles et de ceux qui pensent, et j'en suis vraiment profondément convaincue, qu'il est indispensable et souhaitable pour un égal accès de tous à la fonction élective, qu'il y ait une indemnité décente, qu'elle soit pour tous. Ça, j'en suis intimement persuadée. Pour moi, c'est vraiment une des conditions de l'exercice démocratique pour tous. Mais une augmentation aussi importante, est-ce que c'est compatible avec nos discours de modération et nos discours aussi de rigueur budgétaire? Et puis aussi, est-ce que cette augmentation n'est pas un peu déséquilibrée au regard des revendications des maires ruraux, aussi par rapport à leurs indemnités qui, là, sont vraiment dans d'autres montants. Donc voilà ce que je voulais dire. Moi, je ne pourrais pas voter. C'est une augmentation que je ne peux pas expliquer. Une augmentation de cette importance-là, je ne peux pas l'expliquer auprès de mes concitoyens. Bien, merci. Alors, Caroline Dallet. Oui, Monsieur le Président, ma collègue Annie se demande ce que vont comprendre nos concitoyens. Je ne sais pas ce qu'ils vont comprendre, mais moi, je vous avoue que je ne comprends rien du tout à cela. Une augmentation de 40% comme ça, du jour au lendemain, eh bien, j'aimerais bien savoir qui voit ses revenus augmenter de 40% comme ça, du jour au lendemain. 40%, effectivement, comme elle l'a rappelé, Annie, ça représente plus de 2 000 €. C'est énorme comparé à ce que touchent les gens là en bas. Je pense à ceux et celles qui travaillent en maison d'enfance à caractère social, les éducateurs qui sont bien souvent pas assez nombreux pour s'occuper d'enfants qui ont des gros problèmes, qui sont bien souvent payés pas bien cher pour faire ce travail parfois bien ingrat. Et demain à 10h, encore une manifestation pour dénoncer les conditions de travail des aides soignantes, des aides à domicile aussi, à qui on demande de la flexibilité, qui ne sont pas assez nombreuses, qui font 20 toilettes par matin, à qui on dit on ne va pas pouvoir remplacer les arrêts maladie, on ne va pas pouvoir remplacer les départs en retraite. Alors là, effectivement, je me demande bien ce qu'elles vont pouvoir comprendre, puisqu'on leur explique finalement, on explique à tout le monde que nous sommes entrés dans une époque de rigueur budgétaire, que nous devons toujours faire attention. Alors si nous devons tous faire attention, si on doit serrer la ceinture, il va falloir que tout le monde le fasse. Et là, pour moi, ce que vous nous proposez est incompréhensible. Merci. Grégory Bonnet. Merci, Monsieur le Président. La question que je me pose, c'est au regard du fait, Gérard Bettenfeld nous a expliqué que c'était une possibilité, et du coup, pour répondre à cette question, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé dans l'exercice de vos missions qui peut expliquer qu'il y ait cette augmentation-là. C'est simplement celle-ci, ma question. Je peux effectivement difficilement être plus présent que je le suis actuellement. Mais je ne veux surtout pas intervenir s'agissant de moi. Je vous donnerai un certain nombre de renseignements complémentaires, si vous le souhaitez, en privé. Alors, Audrey Manuby. Alors, je crois que mes collègues ont bien exprimé ce qu'on ressent. Alors, je ne vais pas dire tous, parce que certainement pas, mais quoique. En tout cas, pour une bonne partie de cette Assemblée, puisque en discutant un petit peu avec tout le monde toute la journée, on se rend bien compte que cette décision est loin de faire l'unanimité. Alors, je sais bien que, comme toujours, dans ces salles d'Assemblée, peut-être que le vote ne reflètera pas le sentiment des élus. Ça sera dommage, si c'est le cas. Dommage qu'on voit depuis 1 heure ou 2, par exemple, M. Danel s'agiter pour essayer d'intimider les collègues dans les couloirs pour qu'ils votent comme il faut, pour qu'ils votent pour.
Effectivement, cette augmentation est indécente, c'est très clair, vous l'avez très bien dit, je pense qu'on le pense tous. Et je crois que ces méthodes, que ce soit l'augmentation, même si elle est possible, on le sait, vous nous l'avez dit, c'est la loi, elle est possible, d'autres élus ont refusé de se l'appliquer, parce que justement, eux aussi trouvaient ça un peu gênant par rapport à la population. Au moment où on veut réhabiliter les politiques, je ne pense pas que ce genre de décision et de méthode digne de l'ancien monde soient les bienvenus. Alors, je crois qu'on peut souhaiter à tous les actifs d'avoir des employeurs aussi généreux que le vôtre, Monsieur le Président, pour avoir une augmentation de 40% d'ici la fin de l'année. Alors, Pierre Lenel. Je ne sais pas, Monsieur le Président et chers collègues, que ma capacité d'intimidation était telle, mais je prends note et j'observe. Le groupe majoritaire a discuté, échangé et a décidé de soutenir cette proposition. Je ne m'étalerai pas davantage sur les raisons, tout a été exprimé. Voilà la position du groupe. Merci, Monsieur Rioll. Oui, merci, Monsieur le Président. 2 remarques, moi, parce que j'ai entendu donc Gérard Bettenfeld qui a parlé d'une enveloppe et qu'on restait dans l'enveloppe qui était déjà déterminée, mais on n'est pas non plus obligé de dépenser toute l'enveloppe. Il peut y avoir une diminution éventuelle. La deuxième, elle est plus d'un point de vue moral. Je crois que quand on est élu, c'est pour un mandat, l'ensemble d'un mandat. Après, je ne reviens pas sur le montant d'une indemnité, mais je pense que quand on prend une décision au début d'un mandat, on doit s'en tenir au même montant d'indemnité tout le long du mandat. Voilà, c'est ma position. Bien, Lionel Guay. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, que je partage, parce qu'effectivement, c'est une décision qui est difficilement compréhensible et qui met tout le monde en porte-à-faux, y compris l'exécutif et vous, Président, et les présidents qui appliqueraient cette augmentation. Je pense que c'est dommage que cette proposition qui a été faite, cet amendement qui a été proposé, qui a été repris par l'Assemblée, à un moment donné, il y a eu une discussion qui était de réfléchir et de travailler sur le statut de l'élu. Et donc, ce statut de l'élu permettait effectivement d'aborder des questions qui sont des questions légitimes, qui se posent du bas de l'échelle de l'élu, on va dire, du petit élu, de la plus petite des communes, aux élus de grandes collectivités. Et c'est quand même dommage qu'on se soit astreint de cette discussion sur le statut de l'élu et qu'on vienne petit bout par petit bout, et là sur quelque chose qui est très significatif, qui est très démonstratif, qui met en pâture une décision qui va être portée auprès de gens qui ne peuvent pas comprendre, et sans faire de démagogie, sans mettre de l'huile sur le feu, sans vouloir être dans l'opposition systématique, les gens ne peuvent pas comprendre une augmentation comme ça, et ça participe un peu plus à la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis des décisions qui sont prises par les sphères et les plus hautes sphères de nos assemblées. C'est une décision qui n'est pas compréhensible. Encore une fois, le statut de l'élu, si on veut modifier des choses, pour bien peser les choses qui sont des contraintes, les choses qui sont des avantages et quelque chose de juste et encore une fois partagé par l'ensemble. Bien, Jean-Paul Cusin. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, mais je reviendrai sur une position qu'a eu notre groupe lors de la mise en place après les élections de notre collectivité, à savoir que nous étions à ce moment pour une limitation du nombre de vice-présidents à 10. Il a été porté à 12 et récemment augmenté pour passer à 13. Donc au nom du groupe, nous vous sollicitons pour que ce nombre de 10 soit proposé donc à notre Assemblée. Et dans ce sens-là, nous déposons un amendement pour solliciter l'avis de nos collègues sur cette disposition qui nous conduirait effectivement à revoir notre position pour la suite, qui remettrait, je pense, un peu de sérénité dans les débats auxquels il en manque actuellement. Et dans le cas de refus de cet amendement, eh bien, nous saurions soutenir la proposition qui nous est faite. D'autres interventions ? Madame Manubi, deuxième intervention. Est-ce qu'avant le vote de ce rapport, on pourra avoir la liste des pouvoirs qui ont été laissés ? Oui, la liste des pouvoirs, je l'ai ici.
aussi bien des vôtres que des autres. D'accord. Non, c'est parce que j'ai entendu des collègues partir en refusant de laisser des pouvoirs, donc je voudrais pas Oui, vous inquiétez qu'il pas, en mais soit attendez. fabriqué, par exemple. Madame Manubi, je ne pense pas quand même qu'on puisse me soupçonner de pratiques qu'on fait dans certaines zones insulaires. En tout cas, je vous remercie de le rappeler. Alors, je voulais dire à Jean-Paul Cusack que ce n'est pas possible de présenter un amendement sur ce rapport-là, puisqu'il ne traite pas du nombre de vice-présidents. Le nombre de vice-présidents, il est décidé au moment de l'installation, en cours de mandat, mais c'est un rapport spécial qui fixe le nombre de vice-présidents, qui fixe le nombre, c'est la totalité ici, de membres de la commission permanente, etc. etc. Donc ce n'est pas possible. Sur le nombre de vice-présidents, quand on prend les départements les uns après les autres, on peut aller jusqu'à 15, on n'est pas allé à 15, je crois même qu'on peut aller au-delà. Dominique Bussereau, que je connais bien, même département en termes de démographie, en a pris 15. J'en connais d'autres d'un autre côté qui en ont pris le nombre maximum. L'amendement, je n'ai rien contre ce que vous dites, mais il est pas recevable sur un texte qui, ce serait ce qu'on appellerait au Sénat ou à l'Assemblée nationale, par rapport au vote du budget, ce serait un cavalier budgétaire. Voilà. Alors on pourrait proposer tout à l'heure une motion, si vous voulez, on pourra voter là-dessus. Voilà. D'autres interventions? Jacques Grand. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense que ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas se retrancher derrière une mesure à budget constant pour ne pas avoir d'échange. Effectivement, alors, il faut bien savoir, s'il y en a qui touchent plus, il y en a qui touchent moins. Bon, il faut quand même savoir, parce qu'il semblerait qu'on nous dise ici ou là, tout le monde va être augmenté. Donc je crois qu'il est bon de le préciser. Plus fondamentalement, moi je crois, que ça a été dit par Lionel Gay, ce qui est important aujourd'hui, moi j'arrive pas à comprendre, le président de la République s'engage sur un statut de l'élu, et moi je peux partager ça, mais le statut de l'élu, je l'ai dit en commission tout à l'heure, ça ne s'arrête pas uniquement au montant des indemnités des élus. Il y a beaucoup d'autres choses à avoir dans ce statut d'élu, très important. Moi je pense qu'il était possible de s'engager dans cette voie, que là aujourd'hui ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et pour le coup ça va créer des débats, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est que dans un contexte comme celui-ci, comme le contexte qu'on connaît aujourd'hui, où les élus, la grande majorité disent les élus, je m'excuse, tous pourris, hein, eh bien à travers ce qui se passe aujourd'hui, eh bien on risque d'attiser encore plus. Voilà. Moi, je crois que c'est plus sur les principes. Moi, j'en veux à personne, mais c'est sur les principes. Et puis moi, je tiens quand même à souligner que au niveau national, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était voté, comment ça s'était voté, etc. Alors, il y a eu des votes en fonction des présents. Tout le monde n'était pas dans la salle à ce moment-là. Hein. Mais par contre, moi, j'ai lu aussi un amendement du Parti socialiste qui était contre. Alors, je trouve un petit peu, voilà, je m'interroge ici dans cette assemblée. Merci. Merci. Pas d'autres interventions? Bien, nous passons au vote. Alors, abstention. 1, 2 abstentions. Vote contre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Plus les quelques pouvoirs. Hein? Donc, si je fais la différence, abstention, vote contre, le rapport est adopté. Et je vous en remercie. Et je voudrais, maintenant qu'il est adopté, vous donner, parce que je ne voulais pas le faire avant, vous faire un petit commentaire. Non, mais on va vous le dire exactement. On va vous le dire. Le commentaire est le suivant. Lorsqu'une loi est votée, je l'applique. Et, mes chers collègues, il y a une loi qui a été votée qui m'a amené à endresser une lettre de licenciement
à mon chef de cabinet, qui n'est autre que mon épouse. Je l'ai appliqué dès le vote de la loi. Je n'ai pas attendu les délais qu'on me donnait. Donc j'applique la loi. Il y a un nouveau texte qui est voté, qui passe à l'Assemblée, au Sénat d'abord, puisque c'est un amendement de M. Boyer, puis qui est repris à l'Assemblée, sur l'augmentation des présidents de départements, de régions et des villes d'un certain nombre d'habitants. J'applique cette loi parce que je pense que ceux qui ne l'appliquent pas, peut-être pas tous, mais certains ont un degré d'hypocrisie totale parce que on sait bien que c'est pas... En plus, c'est une enveloppe constante. On sait bien que c'est pas par des mesures de ce type-là que l'on règle le problème des collectivités locales. J'ajoute, si vous permettez, que, ça a été dit par certains, et Pierre Hétret pourra en parler, il y a le problème du statut de l'élu qui se pose, mais depuis des lustres. Tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont fait l'impasse dessus. Et je pense que le principe du non-cumul des mandats parlementaires et des mandats d'exécutifs locaux devrait être un facteur qui pousse effectivement au statut de l'élu. C'est un sujet que nous avons évoqué, qu'a évoqué Pierrette, lors du dîner républicain avec le président de la République la semaine dernière. Je crois qu'il a été clair. Il a écouté, il a dit effectivement, c'est pas normal que des maires de petites communes, qui ont aussi des responsabilités très importantes sur le plan pénal, par exemple, ne soient pas augmentés. Donc, on va aller vers un statut de l'élu. Il a d'ailleurs expliqué qu'il avait donné des directives au ministère de l'Intérieur là-dessus pour faire des propositions. J'ajoute que, si ça peut permettre d'éclairer vos lanternes, dans les collectivités locales, le président touche une indemnité qui, malgré l'augmentation en question, est largement inférieure, dans certains cas, au salaire le plus élevé ou au salaire au pluriel les plus élevés de la fonction publique territoriale dans la collectivité, et que le président, comme le maire, est soumis à un certain nombre d'exigences, et en particulier responsabilité pénale. Non. Monsieur Riol, ne faites pas le... Vous allez voir le corticolis. Et pas plus tard qu'il y a 3 mois, j'ai été convoqué pour être mis en examen. Il faut que vous le sachiez. Tout ça parce que il y a eu des travaux sur les routes qui avaient été faits et qui avaient posé problème il y a quelques années, et qu'il y a eu un mort. En réalité, l'enquête a été faite, mais je peux vous dire qu'il y a parfois des gens qui veulent se payer les élus. L'enquête a été faite et il s'est avéré que c'était l'entreprise qui n'a pas fait son travail. Donc on pourrait prendre des exemples comme ça. J'ajoute, mais c'est pour la petite histoire, que j'essaie de gérer au mieux les crédits du cabinet et des élus, et qu'aucun élu dans la maison, et je crois en être non pas l'exemple, mais le cas, ne fait de voyages internationaux. J'ai été invité 2 fois au Canada par Michelin. Je n'y suis pas allé parce que j'estimais que je ne pouvais pas mettre la contribution du Conseil général là-dedans. Voilà, si vous voulez, quelques considérations. J'en aurai quelques-unes de plus personnelles. Je ne veux pas les dire en séance publique, mais chacun le sait, beaucoup le savent. J'ai subi une intervention chirurgicale importante le 14 décembre, qui les médecins m'ont conseillé quand même de rester un peu tranquille. Je suis arrivé ici le 19 décembre. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'élus. Si, j'ai croisé mes 2 vice-présidents qui étaient là. Qu'aujourd'hui, je sors tout à l'heure du Centre République après une consultation et qu'on m'a dit, vous feriez bien rester chez vous un peu parce que vous êtes en train de faire des imprudences totales, mais j'ai quand même souhaité être présent. Alors voilà, si vous voulez, tout ce que je voulais vous dire. Je crois faire mon travail dans des conditions normales. J'applique la loi. Comme aussi j'ai le souci pour mes successeurs.
Peut-être que dans un an, je ne serai plus président du conseil départemental et je ne veux pas gêner celui ou celle qui prendra ma place. Alors, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Puisqu'on a voté, c'est simplement un commentaire que je voulais faire. Je crois qu'il y a des efforts à faire sur le statut des élus. Ce n'est pas seulement les indemnités, je rejoins ce que dit Jacques Hiran, c'est aussi les possibilités de réinsertion dans la vie professionnelle après un mandat d'élu. C'est des décharges de travail, on le sait. Bref, il y a toute une réflexion à mener. Et je crois que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que les parlementaires puissent travailler justement dans ce sens-là. Nous avons la chance d'avoir 2 sénateurs parmi nous. Voilà, je vous propose donc de passer au rapport suivant, le 005. Il s'agit de modifier la représentation du conseil départemental au sein de différents organismes. Alors, je ne vais pas vous relire tout le rapport, simplement... Pardon ? Non, mais... Simplement, vous dire qu'il y a quelques modifications qui sont faites dans la page 18 pour le programme européen jeunesse, plateforme régionale de la mobilité. C'est Sylvie Maisonnet qui est désignée en remplacement de Dominique Bria. Et s'agissant du CDEN, on nous avait demandé initialement de désigner 3 titulaires et 3 suppléants. En fait, c'est 2 titulaires et 2 suppléants. Donc, titulaire, c'est Pierre Danel et Jeanne Espinasse. Suppléant, c'est Elisabeth Crozet et Manuela Ferra de Souza. Donc, si vous voulez bien prendre note de cela. Et il m'a été indiqué par le président du groupe, son représentant plus exactement, Monsieur Sauvade, que Madame Bonny, Martine Bonny, qui siégeait au CDEN, serait remplacée par Audrey Manubi. C'est bien ça, Monsieur Sauvade, vous voyez. Hein. Voilà donc les modifications que je voulais indiquer. Je vous invite donc à intervenir, si vous souhaitez intervenir, sur ce rapport. Si vous avez des interventions. Avez-vous des interventions sur ce rapport ? Sur ce rapport ? Il n'y en a pas ? Donc nous passons au vote. Abstention ? Vote contre ? Le rapport est donc adopté. Je vous remercie de votre assiduité. Ah oui, il y avait quelques questions diverses. Alors, comme je l'ai indiqué dans le courrier qui vous a été adressé, il n'y a pas d'intervention de politique générale ou départementale qui était prévue, pas plus que de vœux. Mais comme certains collègues ont souhaité intervenir sur des sujets d'actualité, j'ai dit que je n'étais pas hostile à ce qu'ils interviennent, mais il ne peut pas y avoir de vœux ou de motions. Les vœux et les motions, ce sera pour la prochaine session. Voilà, alors, qui veut intervenir sur les vœux ou les motions, enfin, plutôt, les questions d'actualité qui remplacent les vœux ou les motions. Monsieur Sauvade. Merci, Monsieur le Président. J'essaye désespérément d'éteindre le bouton pour ne pas prendre la parole. Ça va vous faire sourire. Depuis 2 délibérations. Et obstinément, il refuse de s'éteindre. C'est pour les fois où j'oublie de vous donner la parole. Madame Manubi. Le mien refuse de s'éteindre aussi. Décidément. Par contre, j'avais une question sur les propos que vous avez eus tout à l'heure au niveau du remaniement de votre cabinet. Il y a des rumeurs qui circulent dans les couloirs Méfiez-vous des rumeurs. Du département. Oui, mais justement, il y a des rumeurs qui circulent dans les couloirs du département. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à les avoir entendues. Dites-moi, ça m'intéresse. Sur des indemnités de licenciement ou des choses comme ça qui seraient un petit peu exorbitantes et qui choqueraient le personnel. Eh bien, écoutez, je suis à votre disposition. Et qui voudra pour vous donner le détail de tout ça. Ce n'est pas dans une séance publique, mais venez me voir. Vous n'êtes pas souvent me voir. Venez me voir, je vous accueillerai avec plaisir quand vous êtes ici. Et venez me voir, je vous donnerai tous les éléments. Parce que là, on peut fantasmer. Hein. On peut fantasmer. Alors ensuite, Lionel Gay. Pour des choses plus Merci, sérieuses. Monsieur le Président. Nous avions prévu de réaliser un vœu afin de dénoncer les conditions de travail des personnels œuvrant dans les services de soins et de dépendance. Monsieur le Président nous indiquait qu'il n'y avait pas de vœu, ce qu'il vient de rappeler. Donc, il nous permet de faire cette petite information et donc on vous en remercie.
Les membres de notre groupe Divers Gauche 63 et Front de Gauche Citoyenne souhaitent vous proposer de soutenir la grève nationale à l'initiative des personnels des EHPAD et de l'aide à domicile pour demander des effectifs supplémentaires et des moyens financiers nécessaires à la prise en charge, dans de bonnes conditions, des personnes âgées accueillies et soignées. Aussi, nous vous proposons de nous retrouver demain à 10h devant l'entrée du conseil départemental pour rejoindre ensemble la manifestation. Bien évidemment, nous présenterons au vote de la prochaine session un vote en bonne et due forme concernant l'accompagnement à domicile et en institution et s'appuyant sur les témoignages et revendications des personnels et bénéficiaires de soins. Donc merci à ceux qui sont intéressés de se retrouver à 10h demain devant le conseil départemental pour aller soutenir l'appel à plus de moyens pour les établissements et les personnels de ces établissements. Merci. Bien. Alors, ensuite, Pierre Riolle. Merci, Monsieur le Président. C'est une observation sur l'agenda, parce que donc on va avoir le débat d'orientation budgétaire le 1er et le 2. Oui. Bon, je sais que vous êtes attentifs, et puis je crois qu'avec aussi l'AMF, de pas faire superposer les différents agendas des collectivités. En l'occurrence, le 2, on a un conseil communautaire, et je pense qu'il y en a certains parmi nous qui ne pourront pas être là le 2 mars. Voilà. C'est l'inconvénient du cumul. Voilà. Oh, je crois que non, il y a une manière intelligente des fois, mais vous le faites très souvent, toutes les collectivités, de ne pas faire... Non. On est plutôt sur lundi, mardi, je crois, au département, lundi, mardi, mercredi. Et là, en l'occurrence, c'est le jeudi, vendredi, et voilà. Bah oui, nous, les conseils communautaires sont toujours le vendredi. On travaille tous les jours de la semaine, mais moi, j'essaie de donner un calendrier très en amont. Mais ça tombe bien, puisque j'ai un déjeuner de travail avec Olivier Bianchi après-demain, je crois, ou jeudi. On en parlera pour essayer d'harmoniser mieux les choses, de manière à ce que vous puissiez remplir vos 2 mandats. Alors, après, Jean-Marc Boyer. Oui, Monsieur le Président, moi, c'était une motion que je vous avais déposée, et je pense que les vœux et les motions, même pour une session extraordinaire, ne sont pas interdits, ils sont même, je dirais, dans le règlement intérieur. C'est tout à fait possible de les déposer. Donc, on avait déposé une motion contre la réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau secondaire. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas une compétence départementale, mais ça a des répercussions énormes sur les habitants de ce département, en particulier ceux qui circulent sur des routes à double circulation, et ce qui pose vraiment un problème en zone rurale. Alors, je vous lis la motion qui était présentée. Avec 7200 km de route départementale, le Puy-de-Dôme est le 3e département de France avec le plus important réseau routier départemental. Il assure l'entretien de ce réseau et veille à garantir la sécurité des usagers. Un projet de réduction de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur les routes nationales et départementales à double sens, sans séparateur central, est en cours. Le groupe d'Union des Républicains s'associe pleinement à la priorité nationale, mais aussi locale, qui est la sécurité routière et la diminution du nombre de victimes d'accidents de la route. Mais cette baisse de vitesse ne prend pas en compte les difficultés de déplacement dans les territoires ruraux et de montagne, comme le département du Puy-de-Dôme. Elle contraindrait par ailleurs les automobilistes à suivre des poids lourds dans l'incapacité pour les dépasser, ralentissant de surcroît le trafic routier. Cette mesure accentuerait la fracture territoriale entre les territoires ruraux et urbains sur le plan de la mobilité. Et le groupe d'Union des Républicains demande au gouvernement l'abandon de cette mesure, pour le moins, de la limiter aux portions jugées accidentogènes et d'autoriser les préfets dans les départements pour les routes nationales et les conseils départementaux pour les routes départementales à décider sur quels axes la vitesse maximale autorisée pourrait être maintenue à 90 km/h. Voilà, donc, Monsieur le Président, je pense que ça serait bien qu'on puisse avoir une décision consensuelle au niveau de cette Assemblée sur cette motion, parce que beaucoup de départements actuellement sont en phase de la prendre. Il y a jusqu'au mois de juin pour encore faire remonter des informations, sachant qu'il y a une commission d'information au niveau national qui est missionnée sur ce sujet et qui fera encore remonter des informations. Et peut-être que la décision du Premier ministre n'est pas complètement encore définitive ni arrêtée complètement. Voilà. Bien, Monsieur Boyer. Monsieur Gay, c'est sur le même sujet, non? Ah, allez-y.
Ben oui, c'est sur le même sujet, parce que ce matin, en réunion des présidents, vous nous avez signifié qu'il n'y avait pas de motion et pas de vœux. Oui, mais j'ai pas encore donné suite. Ah oui, oui, donc non, mais c'est pas pour t'emmerder, excusez-moi, c'est pas pour vous embêter, monsieur le sénateur, cher ami, mais c'est parce que nous avions prévu un vœu concernant le soutien au personnel des établissements, et concrètement, ça nous paraissait très important de voter ce vœu, y compris tous les groupes, à la veille d'une manifestation importante. Donc si nous on retire notre vœu, et ce matin, la personne qui représentait votre groupe a clairement identifié qu'on n'avait pas de vœu, donc je veux dire, ça fausse tout, parce que je crois que c'était super important également de voter le vœu pour le soutien des personnels. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas pour vous importuner, monsieur le sénateur, mais voilà. Bien, alors, merci. Effectivement, Lionel Guay a raison, on s'est mis d'accord sur des règles de fonctionnement ce matin. Moi, je ne veux pas aujourd'hui que l'on vote des vœux, des motions, etc. Et pour revenir sur le fond de votre texte que vous avez lu, que vous avez distribué, enfin, en tout cas que m'a remis, moi, je veux donner mon point de vue de président de département. D'abord, mon point de vue d'élu local. Je ne suis pas un élu national, et les décisions du gouvernement, je pense que vous avez des tribunes au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour pouvoir vous exprimer et parler directement au ministre des Transports, qui est responsable de cela. Deuxièmement, nous avons trop d'accidents de la route et trop d'accidents mortels. Il y a toutes les théories qu'on veut, mais moi, je ne prendrai pas la responsabilité morale, en tant que président de département, qui a la responsabilité, globalement nous l'avons, et moi en premier, des routes, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'aller contre ce qui permet aujourd'hui de réduire les accidents mortels, les accidents qui handicapent les gens toute leur vie. Je crois que... Et qui représentent des charges pour la société, vous le savez bien. Donc, c'est le point de vue de votre groupe, je le respecte. Si d'autres conseillers départementaux veulent signer une pétition au bas de celle que vous m'avez présentée, moi, j'y vois pas d'inconvénient, mais je ne peux pas faire présenter un vœu aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'est les règles, et je vous ai donné ma position personnelle sur la sécurité routière. Je crois que nous avons des efforts à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez, en matière de sécurité routière, il y a quelque chose qui marche pas mal, c'est ce que nous faisons dans les collèges. Parce que les enfants, enfin les jeunes, sont des adolescents, sont très réceptifs, et généralement, ils portent les messages aux parents, en disant « Tiens, tu as oublié de mettre le clignotant, là tu roules trop vite, là tu roules à gauche, etc. etc. » Donc, pardon ? Voilà. Donc, voilà ce que je veux dire. Mais je comprends, et c'est normal que vous puissiez vous exprimer. S'il y a des collègues qui veulent signer une pétition, j'y suis pas hostile, évidemment. Alors, Anne-Marie Maltrait. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, nous sommes tous d'accord ici pour qu'il y ait bien moins de morts sur les routes. Ça, je pense que c'est incontestable et c'est unanime. En revanche, moi, ce qui m'a toujours gênée, c'est que, bon, d'abord, la preuve du 80 km/h, c'est vrai, en choc frontal, il y aura certainement moins de morts, mais on ne tient jamais compte et on n'a jamais le nombre exact de personnes paraplégiques, etc. Ça, on ne l'a pas. On a le nombre de morts, mais on n'a pas le nombre de ces personnes dévastées qui finissent leur vie, quelquefois dans un coma irréversible, d'autres fois dans un fauteuil roulant, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés. Et ça, c'est quand même dommage qu'on ne le comptabilise pas. Ouais, je vous rejoins. Alors, les statistiques existent, mais elles sont généralement pas... On s'arrête aux morts, enfin, à la chose la plus dramatique, mais quand on voit... les accidentés de la route, ça fait quand même réfléchir. Vous savez, je suis allé l'autre jour inaugurer, ou plutôt pour une réunion à côté de Puy-Guillaume, là, je cherche le nom de la commune, Palière, qui est pour justement inaugurer, j'étais avec notre collègue Chambon, pour inaugurer les travaux de sécurité routière. Parce que ça roule vite, etc. Nous avons fait des travaux pour ralentir la circulation. Et il y avait près de nous l'ancien maire de Palière, dans un fauteuil roulant, qui a été victime, il était maire à l'époque,
d'un accident de la circulation où un camion a voulu le laisser passer et c'est un motocycliste qui l'a fauché. Cet homme-là, qui est encore jeune, est véritablement dans une situation dramatique. Et on montrerait on en montre quelques images. Je pense que ça pourrait être édifiant. Mais je rejoins ce que vous dites totalement. Avez-vous d'autres questions? Qui me demande la parole? Personne. Pardon? Si vous demandez la parole, ce sera peut-être plus facile pour la donner. Ah oui, vous m'avez remis une proposition de motion sur les problèmes du loup, effectivement. Quand il y a un loup, il y a un problème, ou quand il y a un problème, il y a un loup, hein, c'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation. Je voulais vous le dire, on a eu une réunion, mais je laisserai la parole à Mme Bonny, de l'ADF, Dominique Bussereau, moi-même et un autre collègue, avec le ministre de l'Environnement, et un de mes collègues, qui est le président de la Meurthe-et-Moselle, a posé le problème, et le ministre nous a expliqué qu'évidemment, pour lui, c'était une question qui était une réalité, et qu'on n'allait pas à tout prix protéger les loups, dès l'instant qu'il y avait une atteinte qui pouvait être importante au troupeau, voire à l'homme. Hein. Mais je laisse la parole à Martine Bonny, parce que je sais qu'elle est sensible à cette question. Allez-y. Merci, Président. J'ose même plus la prendre parce que je vois que les bancs se vident. Mais bon, voilà, ça aurait pu faire l'objet d'une motion ou d'un vœu, peu importe, parce que j'ai bien peur que le plan loup se mette en action dès le 1er février et en l'état actuel des écritures. C'est-à-dire, et les propos du Président de la République à Saint-Genès-Champanel sur les vœux du monde agricole ne sont pas faits pour nous rassurer. Hein, voilà, puisqu'on a entendu clairement, si vous voulez, que la biodiversité existant, nous n'avions pas comptabilisé en France la présence de 500 loups. Donc ça veut dire que jusqu'à 500 loups, il était nécessaire de continuer la préservation de cette espèce. Et donc, à nous de nous adapter à la présence du loup. Et moi, je reste persuadée de la présence du loup dans les mois, bon, peut-être plusieurs mois, sur le département du Puy-de-Dôme. Voilà, donc ce que je veux vous dire et ce qu'on a entendu du Président de la République, c'est l'accompagnement des agriculteurs à la mise en place des mesures de protection. Voilà, c'est juste là-dessus, sur ces propos, je répète, qui ne sont pas faits pour nous rassurer, puisqu'on nous a bien expliqué que la présence du loup, eh bien, c'était acté, entre guillemets, puisqu'on estime qu'il faut 500 loups en France avant de dire que cette espèce n'est plus en voie de disparition. Je ne vais pas faire le débat, hein, c'est pas l'heure, c'est plus l'heure, on n'a plus envie d'entendre ça. Seulement le jour où ils seront là, peut-être qu'on aura envie d'en parler, j'allais dire. 500 loups, je ne sais pas comment on peut compter, 500, 450, les loups purs, les hybrides. Enfin, voilà, c'est vraiment... Alors, ça ne vous parle peut-être pas à vous, élus, mais je vous assure que si le loup débarque, si je puis dire, tout ce que l'on a mis en place par rapport à l'agro-pastoralisme, et je le lis vraiment à la démarche à l'UNESCO, sur le plan de gestion, sera bien mis à mal. Donc je pense que l'agriculture n'avait pas besoin de ça en plus, même si, voilà, le loup, c'est magnifique, certes, mais voilà, il y a des limites, je pense. Tant qu'il reste sympa, c'est bien. Je veux dire, quand on aura des animaux tués par le loup, voire peut-être plus que des animaux, puisque je pense qu'il faut aller voir ce qui se passe un petit peu dans des parcs, je veux dire dans l'arc alpin, où l'économie est vraiment mise en danger, je vous assure, hein, sur les fédérations de randonnée, où il y a des territoires qui sont bannis parce qu'il y a la présence du loup. Et je vais dire, les mesures de protection des troupeaux sont là, mais les mesures de protection, ça comprend des chiens de troupeau, des patous, et même les chiens de troupeau restent des animaux. Donc malheureusement, ils ne choisissent pas. Et quelquefois, ils ont choisi des randonneurs. Voilà. Non, mais je crois... Merci, votre écoute. Mon sentiment personnel, je crois que la question que vous posez est une question véritablement sérieuse. Il faut espérer que, pour reprendre une chanson de Reggiani, me semble-t-il, les loups sont entrés dans Paris, qu'à Paris, on ne prenne pas conscience de cela juste après qu'ils rentrent dans Paris, si je puis dire, avec un raccourci. Mais c'est un réel problème. Je pense qu'il faut continuer à avoir une discussion avec les autorités nationales,
sur des mesures qui doivent être prises, qui sont sans doute largement perfectibles, parce que les agriculteurs sont confrontés à des problèmes. Alors, on l'a vu, hein, vous avez cité les Alpes. Moi, il se trouve qu'à un moment où j'avais quelques fonctions à la DETAR, j'avais un de mes collègues, qui était ingénieur de génie rural et des eaux et forêts, qui avait été placé dans les Alpes, notamment, sud des Alpes, justement pour mettre en place des mesures sur ces conséquences que pouvait avoir la présence trop importante du loup. Bien, alors, j'ai d'autres... Oui, Jean-Luc Coupa, pardon. Oui, simplement pour aller dans le même sens que Martine Boni, je crois que quand on augmente la population de loups, je ne suis pas persuadé qu'on préserve la biodiversité. Je pense que le pastoralisme et la présence des bergers et des agriculteurs sur nos montagnes préservent plus la biodiversité que la présence du loup. Oui, mais c'est mon sentiment personnel, mais ça n'engage que moi. Bertrand Barrault, spécialiste vétérinaire du loup, non? Pourquoi pas, oui. J'ai travaillé dans des régions où j'étais confronté. Et souvent, malheureusement, à l'heure actuelle, on entend beaucoup de gens qui se cachent derrière l'indemnisation. Or, il n'y a rien de pire, parce que c'est vraiment donner peu de valeur au travail des agriculteurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est pas grave, ils sont indemnisés. Et il n'y a rien de plus dramatique, je crois, pour les gens qui travaillent dans ce milieu. Pas d'autres questions? Bien, écoutez, merci de votre assiduité. Si vous souhaitez prendre le verre du réconfort, c'est possible à l'espace Puy-de-Dôme. Merci.